Sabrosun. Aha. Africa, Haïti. Let's go. Latis Akkad. Tala bijilu bieno mikondolo mansanga zanga. Tala chafuta cheno chishiri mpandale munitu. Kambo bimpo ila kwa bieri jobu cheleka. Kambo chimbovo cha chakuna bela chabova vova. Ambengo makazonza mbataka bwijea. Nani wawonda musesa ngulwe. Nani wanimba musesa ngulu yaya. Nani watimuna musesa ngulwe. Nani wawonda musesa ngulu ya. Kariri 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 kapa puluku suko inapo. Aha aha aha. Chula buka kondonchila Mena bunje mangilu zolo amenda Ambi wanzabwe Chakumbike no na babo Chakumbike no egaya Ogo mbike no na babo Njambule no egaya On the way Njezenge bichini bichini nje tangi munjila Meno munjala kwala Limoni kwe fote yaya Meno munjala kwale Kanilumbu kwa yaya I like it. Kambo bimpo ila kwa bieri chobu cheleka Kambo tiya tanyanga kwa mbesangiri tatire Mema wafuka munzariba mutela kawandi kwewe Nina mitachi mugina ni mina kwa lukarije Kalabulu shikiri sandukura nombo mfumbi Mambulu bagiri mwe Ambelu bagiri mwe Aha, aha, aha Ici, c'est thé Congo. Le Congo des thé travailleurs, le Congo des thé technocrates, le Congo des thé tranquillité. Peuple congolais, chers compatriotes, nous venons de dire que Sassou, c'est le pervertisseur de l'économie congolaise. C'est un incompétent en gestion d'économie. Il n'a brillé que dans les inaugurations et la pose des premières pierres, qui au final n'ont rien apporté ou rien changé au quotidien des Congolais. Peuple congolais, prenez conscience que la dette du Congo est plus lourde que ce qu'on nous présente ou ce qu'on nous dit. Pour preuve, le gouvernement de Sassou Nguesso lui-même
à camoufler la valeur ou le volume de cette dette auprès du FMI. Certainement pour des raisons de honte. Ou bien c'est parce qu'ils ont mesuré la gravité de cette dette. Donc ils en avaient eu honte de pouvoir le présenter. Ce que le gouvernement déclare comme dette ne représente que le 1/10 de la dette globale. Le reste de la dette qui n'est pas donc déclarée constitue de l'argent en fait qui avait été détourné, volé ou placé dans les paradis fiscaux, dans les tombes et même dans leurs bunkers qu'ils ont déjà construits. C'est donc seul Sassou et son clan qui savent quelle quantité d'argent ils ont volé et dans quel état ils ont plongé le Congo. Sassou, c'est quelqu'un à multiples facettes. Il dit quelque chose, mais ne croit pas ce qu'il dit. Il croit plutôt à son contraire. Voilà pourquoi il est incapable de gérer le pays. Voilà pourquoi le pays n'a pas de gouvernance. Nous devrions donc nous mobiliser, chers compatriotes, pour sauver notre pays, qui continue à sombrer, à se noyer sous le regard de la bonne volonté de M. Sassou Nguesso. Dans cette vidéo, comme prévu, nous parlerons de la structure de la dette. Cette dette qui cause du mal et qui empêche la croissance économique du pays. Mais avant de vous parler de la composition de cette dette, nous allons examiner quelques actes qui ont été posés par M. Denis Sassou Nguesso, mais des actes qui avaient été déjà prévenus parce qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs. Donc ce sont ces signes-là, ce sont ces actes-là que nous allons examiner ensemble. Peuple congolais, le mal du Congo est bien plus profond, d'autant plus que le gouvernement de Sassou n'en a pas fini avec des dettes cachées. Pour El Hadj Abdoulaye Djibril Bopaka, le président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, en cycle UNOC, les entreprises congolaises depuis 2002 subissent le non-paiement de leurs créances, malgré le boom pétrolier. Bon nombre d'entreprises ont dû licencier ou même fermer déjà des portes. Ça, c'est M. Djibril Bopaka qui le déclare. C'est pour expliquer cette crise, comment elle est subie par les entreprises locales. Un des dirigeants d'une entreprise de BTP, en la personne de M. Matima, ancien député indépendant, lui il disait, et je cite, « L'État me doit 32 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 48 millions d'euros. » Et il donne comme exemple des travaux non payés par le Trésor public, mais des travaux effectués sur le pont sur la rivière Djoueke. Il continue et il dit « Je n'ai plus de personnel à part 15 ou 20 personnes qui sont restées avec moi. Je ne peux même plus les payer. » Mais M. Matima n'est pas le seul
entrepreneurs à se plaindre des impayés de l'État. Surtout dans un pays surendetté qui vient de conclure un accord avec le Fonds monétaire international, le FMI. Contraint à la transparence avec le FMI, le gouvernement a évalué sa dette envers les entreprises publiques et privées à 1,719 milliard de francs CFA, soit l'équivalent de 2,6 milliards d'euros, ce qui représente 30% du montant total, qui est de 8,5 milliards d'euros. Ces montants sont actualisés car avec la gestion de M. Sassou, on ne sera pas surpris que d'autres sommes, que la somme soit plus grande, soit plus grosse que celle-là. Les effets de la mauvaise gestion sont visibles dans les rues de Brazzaville. Avec plusieurs chantiers à l'arrêt, aujourd'hui on le constate, ce sont les faits de la crise. Mais les faits les plus emblématiques est celui du nouveau bâtiment qui devait abriter le ministère de l'Intérieur. Les grues sont là, ne fonctionnent plus depuis 2016. Ce sont des grues d'une entreprise espagnole qui annonçait sur son site internet qu'ils avaient signé un contrat avec le Congo de 58,48 millions d'euros au moment de l'attribution du projet en 2013. Le cahier des charges prévoyait 2 tours de 9 à 10 étages d'une surface totale de 44 000 carrés. Les 2 tours sont bien sorties de la terre, mais restent inachevées. Et des multiples travaux de routes effectués sont devenus délabrés, impraticables et même parfois coupés. Ça, c'est ce que nous voyons, les effets que nous voyons sur le terrain. Que tous les Congolais observent. En 2005, l'opposition congolaise mène une campagne sur l'absence de transparence dans la gestion de la rente pétrolière. Les dividendes de la Société nationale des pétroles congolaise, CNPC, qui a la responsabilité de commercialiser le pétrole, à la hauteur de 20% pour le compte de l'État, n'alimente plus le budget, sinon ne verse plus de l'argent dans l'État, dans le trésor public. Sinon, quand il le fait, c'est épisodiquement, sur la demande de M. Sassou. Parce qu'ils veulent payer les salaires, surtout à l'approche des fêtes ou de leur mariage, quand ils organisent des fêtes. C'est en ce moment-là qu'ils demandent à la CNPS de verser les 20% dans le compte au trésor public. Ces fonds
serait géré de manière discrétionnaire par le pouvoir qui s'en sert souvent pour corrompre certains dirigeants politiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peuple congolais. À la suite des données que nous allons vous donner, que nous allons partager avec vous, il est constant d'admettre que la crise économique au Congo n'est pas la conséquence de la baisse du baril du pétrole, mais plutôt une volonté manifeste du clan Sassou. La volonté de piller, dilapider l'argent du pays. Sinon, comment expliquer que le trésor public se trouve à la présidence de la République? Même Mathieu Spikas, actionnaire à titre individuel du groupe Le Monde, de la Banque Lazare, même Dominique Strauss-Kahn, l'ancien patron du FMI, reconverti dans la consultance, exhorte le gouvernement congolais qui les emploie pour des opérations de conseil à rompre avec l'opacité en vigueur sur ces dettes. La dette du Congo envers Exim Bank of China s'élève à 1,36 milliard de francs CFA, soit 2 milliards d'euros. Et la dette bilatérale avec l'État chinois, elle, est estimée à 1,4 milliard d'euros. Le gouvernement a accumulé des arriérés extérieurs et intérieurs qui ont pesé sur la croissance annuelle des activités économiques hors pétrole, qui s'est situé à moins 3,2% en 2016 et à moins 7,9% en 2017. Et sur le secteur bancaire local, avec l'accroissement des créances en souffrance et dans les banques et une dégradation des ratios prudentiels. Au début du programme de privatisation en 1994, le portefeuille de l'État comprenait plus de 100 entreprises. Cependant, le pays a privatisé une grande partie des actifs du portefeuille de l'entreprise publique au cours des 10 dernières années, tout en créant ou en prenant des parts dans quelques nouvelles entreprises. Sur la base des informations obtenues auprès donc de la Direction générale de portefeuille public DGPP et publiées dans le rapport sur la gouvernance des entreprises et établissements du portefeuille public, ça révèle que le portefeuille public est constitué maintenant seulement de 50 sociétés commerciales. Et à la fin du mois, tout ça, c'est des éléments qui datent de fin décembre 2016. Alors que, nous venons de dire, en début 1994, on pouvait dénombrer 100 entreprises. Mais fin décembre 2016, il n'en restait que 50 sociétés commerciales. Et encore, aujourd'hui,
presque le 3/4 de ces entreprises ont déjà presque fermé. Quelle est donc l'attitude des dirigeants, des personnes qui dirigent ce pays? Alors, le constat qu'on a pu faire, c'est que beaucoup de dirigeants disposent des comptes bien fournis en Chine. Ce sont les responsables chinois qui le disent. Peuple congolais. Le Congo-Brazzaville est dirigé depuis plus de 36 ans par Denis Sassou Nguesso et son clan. Visé par des enquêtes judiciaires en Italie et en France notamment, pour des présumés blanchissements et détournements de fonds publics importants, malgré le train de vie fastidieux du clan Sassou et de sa famille soupçonnés de corruption à grande échelle, alors que près de la moitié de la population vit sous un seuil de pauvreté, bien, le pays cumule des dettes, sans toujours l'admettre ou en s'efforçant de les dissimuler. En août 2017, acculé, le gouvernement de Brazzaville, donc de M. Sassou Nguesso, a fini par confier au FMI avoir menti sur le montant de son endettement qui s'élevait à 117% du PIB et non pas à 77%. En avril 2018, le Fonds monétaire international a conditionné son soutien à la mise en œuvre des réformes audacieuses et immédiates dans le domaine de la gouvernance. Parce que dans le domaine de la gouvernance, il se pose et il se posait de graves problèmes. Et encore, est-ce qu'il y a-t-il vraiment de gouvernance au Congo? Ça, nous allons le démontrer plus loin. Mais en tout cas, le FMI a mis son doigt sur le domaine de la gouvernance. Peuple congolais. Le Congo-Brazzaville n'a eu d'autre choix que de négocier en 2017 le calendrier de paiement de sa dette à l'égard de la Chine. Celle-ci s'élève à 3,15 milliards de dollars américains, soit 35% de l'endettement total, qui est estimé à 9 milliards de dollars américains. Pékin, donc la Chine, n'a pas caché son agacement, d'autant plus que plusieurs membres du gouvernement de la famille Sassou disposent des comptes en banque bien fournis en Chine. Des comptes bien fournis en Chine. Et ça a été l'agacement des dirigeants chinois. Mi-avril 2018, le directeur du cabinet de Denis Sassou Nguesso, son conseiller sur les affaires judiciaires, plusieurs de ses ministres et des membres de son clan se sont rendus à Paris pour tenter, mais vainement, de discuter avec les magistrats français qui enquêtent sur les biens mal acquis. Il s'agissait en fait de contenir une éventuelle salve de convocation de figures du clan Sassou par les enquêteurs et d'éviter un scandale qui nuirait à son image, une image
déjà dégradée, une image déjà dégradée auprès des institutions internationales. Le Congo-Brazzaville a largement abusé du préfinancement pétrolier ces dernières années. Une pratique qui consiste à hypothéquer une partie de sa production pendant plusieurs années en échange d'argent frais. Le tout en s'adonnant à des pratiques corruptives présumées mises en lumière par des enquêtes judiciaires suisses concernant la société genevoise Gainfort et italienne visant la multinationale Eni. En mai 2018, le journal Le Monde révèle qu'en 2003, le géant français Total s'est permis d'aider le Congo à se refinancer via des comptes circuits financiers offshore pour mieux échapper à la vigilance du FMI. Parlons un peu du rapatriement des fonds dissimulés. Peuple congolais, est-il possible de rapatrier des fonds qui sont dissimulés à l'étranger? La réponse est oui. Ça a été déjà fait. Ça se fait encore. Et nous le ferons aussi. Si eux-mêmes ne veulent pas rapatrier l'argent au pays, ben le moment venu, le peuple congolais le fera pour l'intérêt de la nation. Dans un entretien accordé à Ziana TV à Paris le 20 juin sur la situation politique et économique du Congo, Mathias Ndian, un ancien ministre de l'économie, des finances et du budget de 1997 à 2002, disait que le Congo-Brazzaville a les moyens de sortir de la crise en moins de 12 mois. L'ancien banquier, l'ancien ministre pourtant proche du pouvoir, affirme que les soldes des comptes des Congolais en Chine excèdent largement la dette du Congo. Et pour cela, il dénonce donc le placement de l'argent à l'étranger dans des paradis fiscaux. Il dénonce les ressources financières liées à l'exploitation du pétrole et du bois. Une analyse d'ailleurs très largement partagée par presque tous les experts en économie. Peuple congolais, il faut surtout retenir que le temps de la manne financière qu'on a souvent sollicité à l'étranger va terminer un jour. Et que les ressources pétrolières que nous disposons vont tarir aussi un jour. C'est d'ailleurs le point de vue du secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis, Tibor Nadji, qui disait, je déclare, il n'y aura plus d'allègement de la dette pour l'Afrique, a-t-il réitéré au cours d'une conférence à Pretoria en Afrique du Sud. Le diplomate américain a par ailleurs reproché à la Chine de leurrer l'Afrique avec des dettes et de promouvoir la corruption. Il affirme que son administration ne fera pas preuve de la complaisance car tous ces pays sont des États souverains. C'est donc à eux de décider qu'ils veulent commercer. Nous allons maintenant parler du bluff. Un bluff qui nous a été vendu par le gouvernement de M. Sassou. Ils nous ont beaucoup bluffé avec ça.
c'est celui de la municipalisation accélérée. Peuple congolais, parlons un peu de cette municipalisation accélérée. Ils l'ont chanté tout le temps à la télé, à la radio. La municipalisation accélérée, en fait, c'est un projet gouvernemental tiré par les cheveux. L'adjectif accéléré qu'ils ont utilisé, en fait, cet adjectif renvoie à une certaine vitesse d'exécution qui vise à rattraper un retard accumulé pendant un certain temps, des décennies encore en l'occurrence. Mais de retard causé par ceux-là même qui se sentent définis comme des promoteurs professionnels exclusifs. D'emblée, les collectivités locales et leurs représentants jouent le rôle des figurants. L'exécutif monopolise les projets, signe manifeste d'un régime présidentiel très fort, avec un parlement maudiment mis en place. Du reste, toutes les autres institutions emboîtent le pas. La justice, la presse, tous, ils emboîtent le pas. La population congolaise, elle subit des projets à compte-gouttes dont les effets sont éphémères. Ce qui devait se faire dans le passé se réalise seulement aujourd'hui, mais alors avec un retard effarant. C'est l'effet de coup de baguette magique de la part de la Providence. Le Congo-Brazzaville a une faible couverture en énergie électrique. Pour ne citer comme exemple le fibre optique, un projet louable pour un environnement inapproprié sur le plan énergétique. Évidemment, pour se justifier, c'est toujours des discours monotones sur les prévisions à venir. Le Congo ne figure pas parmi les 10 premiers pays les plus connectés en Internet en Afrique. Mais comment on peut imaginer un tel exploit quand les Congolais ne connaissent que, sinon on ne leur parle que du délestage. Dans un pays pareil, c'est difficile. Pour que la connexion même se fasse tout le temps. Ce qui signifie que le développement durable au Congo est un vœu pieux. Les exemples de ce genre que je venais de citer sont nombreux. Ils traduisent l'amalgame fait par des membres d'une équipe gouvernementale qui est un dépotoir d'ambition personnelle et écocentrique. C'est l'anarchie totale. Les favorisés du système se sentent privilégiés de recevoir les restes laissés par des gros super privilégiés. Voilà l'attitude, le comportement de ces dirigeants. En effet, tout porte à croire que la misère des Congolais est orchestrée par la classe dirigeante congolaise. Créer le besoin et y apporter une satisfaction partielle. L'histoire de maintenir le mythe de la providence. Les jeunes Congolais feraient mieux de comprendre qu'ils hypothèquent leur avenir en se laissant embrigader dans des réseaux occultes du pouvoir. Surtout les jeunes du Parti congolais du travail. Ils doivent le comprendre,
qui sont en train d'hypothéquer leur avenir, en se laissant entraîner par ce genre de comportement de leur chef, de leur mentor, de leurs idéaux. L'achat de conscience est monnaie courante. Mais le moment viendra où les jeunes restitueront la pacotille aux vendeurs d'illusions et ils vont réclamer leur dû acquis de droit. Et nous pouvons dire que ce vent a déjà commencé à souffler. Voilà pourquoi, peuple congolais, les jeunes, ne perdez pas l'espoir. Au Congo, les populations ont en face d'elles un gouvernement adepte de la politique de demi-terrain, comme le fait couramment les bus de transport. Les projets sont réalisés à moitié, sinon au 1/3, ou encore les réalisations effectuées ont un effet cosmétique qui ne répondent pas aux besoins de la population défavorisée. Juste une minorité de personnes, un cercle fermé de pouvoir, se voit confier la gestion des projets onéreux, fonctionnant au vase clos, rien que de la poudre aux yeux qui font croire à la population. Une fois de plus, l'immobilisme prend le dessus sur la volonté d'aller de l'avant. Et nous y croyons. J'ai un conseil à donner aux compatriotes. Chers compatriotes, ne bradez pas votre dignité. L'état de précarité sociale au Congo n'est pas une fatalité, encore moins la conséquence des effets néfastes de la crise financière mondiale. Non. Non. Cet état n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la conséquence de la crise financière mondiale. Non, chers compatriotes. Mais c'est plutôt le résultat d'une gouvernance médiocre. C'est plutôt les dépenses de prestige engagées par ceux qui sont aux affaires. Mais c'est plutôt quasi-inexistence des stratégies de lutte contre la pauvreté. C'est aussi plutôt l'absence d'une culture de performance. C'est aussi plutôt laxisme criant vis-à-vis de l'obligation des résultats. En clair, tant que la politique économique du Congo n'a pas d'impact positif sur le panier de la ménagère, tant que les interminable colloques et séminaires ne parviendront pas à juguler l'inextricable problème des diplômés sans emploi, tant que la fracture sociale subira l'indifférence des gouvernants, alors la croissance économique continuera de sonner creux. Revenons à la municipalité accélérée dont on nous a fait croire, peuple congolais. La municipalité accélérée est une supercherie collective manigancée par les gouvernements du fait de sa gestion opaque et centralisée pour se remplir les comptes à l'étranger. La municipalité accélérée en soi est un processus qui, pris dans un contexte normal, permet l'implantation des
infrastructures diverses, mais dans un contexte de précarité sociale. L'éradication de la misère extrême, l'augmentation du pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire. L'amélioration des conditions de vie des populations prime sur le narcissisme de la classe politique congolaise. Voilà la municipalisation accélérée dont ils ont voulu nous faire comprendre. Nous allons les détailler quand nous allons aborder les chiffres. Peuple congolais. Ayant un regard sur la situation économique. La situation économique a changé les mentalités des Congolais. Sur le plan commercial, on trouve des commerces à chaque coin de la rue. C'est-à-dire que les Congolais apprennent à se débrouiller pour surmonter la crise. Ils appellent ça le système D. Et en ce moment, le Congo a besoin des stratégies à court terme pour essayer de remonter à nouveau, car le pays est tombé trop bas. Tout le monde est devenu opérateur économique. Dans chaque coin de la rue se développe un petit commerce. Pourquoi? Parce qu'il faut fructifier le peu qu'on a pour surmonter la situation des ménages. Tout ça, c'est parce qu'il y a trop de souffrance. Devant la catastrophe économique causée par M. Sassou, causée par ses coéquipiers, causée par sa famille, causée par ses amis, peuple congolais. Il est quand même regrettable de constater qu'une infime partie des Congolais pris en otage par le PCT soutiennent, applaudissent aveuglement la gestion calamiteuse de M. Sassou Nguesso. Vous en êtes témoin quand ils ont signé l'accord avec le FMI. Ils ont savouré avec du champagne. Le régime de M. Sassou a fait rêver les Congolais des illusions avec des programmes pleins de slogans du genre « Nouvelle espérance »,« Le chemin d'avenir »,« Marche vers le développement ». Certains Congolais, ils ont cru parce qu'ils continuent à croire à la bonne volonté de ce monsieur. Le programme d'investissement public a culminé avec la municipalisation accélérée, dont l'ambition affichée était d'équiper et de moderniser des départements du pays afin de dynamiser leur économie et d'améliorer les conditions de vie des populations. La municipalisation accélérée devrait normalement permettre à l'implantation des infrastructures de base et d'équipements de proximité dans les chefs-lieux des départements. L'objectif du programme axé sur des grands travaux était de réduire le déficit en services publics prioritaires. Ce qui a été inscrit comme projet dans le programme de grands travaux concernait, je cite, la construction des réseaux de voiries urbaines, concernait des ouvrages d'assainissement, concernait des tribunaux, concernait des marchés. Et d'ailleurs, pendant que je cite des marchés, l'exemple le plus flagrant, c'est le marché de Ntiétié, qu'ils ont détruit en 2014 sous prétexte qu'on allait construire un nouveau.
toujours dans les programmes de la municipalisation accélérée. Allez-y regarder aujourd'hui. Ce marché a disparu tout d'un coup. Un marché où les Congolais pouvaient aller vendre, où les Congolais faisaient leur commerce, mais ce marché a été détruit et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà la municipalisation accélérée dont on nous a parlé. Mais en dehors de ce que je venais de citer, toujours dans la municipalisation accélérée, il y avait aussi, ça concernait aussi les plateformes sportives, ça concernait aussi des sièges des administrations locales, ça concernait aussi des résidences de fonction, ça concernait aussi les gares routières, ça concernait aussi des aéroports, ça concernait aussi les réseaux d'électricité et d'adduction d'eau, etc. Faites le circuit, vous allez voir ces bidons d'eau qu'ils ont mis partout, des bidons verts, jaunes, rouges, sous prétexte, parce qu'il faut faire des forages pour extraire de l'eau, alors que ça n'a jamais marché. Et ils ont pris tout l'argent avec. Peuple congolais, vous en êtes témoin. La généralisation de la municipalisation accélérée sur l'ensemble du territoire devrait participer au développement équilibré du pays. Ce programme est la cause même, je dirais la cause principale de l'accélération de l'endettement de notre pays. La municipalisation accélérée. C'est elle qui est venue enrichir les dirigeants en place. Ayant maintenant le regard sur le développement humain. Sur le plan social, malgré les performances économiques des années 2000 à 2010 et avant la chute des cours du pétrole, les indicateurs du développement humain sont en deçà de ceux des pays ayant le même niveau de revenu national par habitant que nous. Le développement humain mesuré par l'évolution d'indice du développement humain, IDH, permet d'apprécier le niveau moyen auquel se trouve un pays à partir de 3 critères essentiels que je veux vous donner. Ce sont donc ces critères-là qui permettent d'apprécier le niveau d'un pays à partir de l'indice qu'on appelle le IDH, c'est-à-dire l'indice du développement humain. Alors, quels sont ces critères essentiels? Le IDH permet, premièrement, la possibilité de vérifier, de mesurer la possibilité de vivre longtemps en bonne santé. C'est ça le premier critère. Le IDH permet de vérifier la possibilité de vivre longtemps en bonne santé dans un pays. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère de la possibilité de s'instruire. C'est-à-dire, cet indice permet de mesurer la durée de la scolarisation. Troisième critère, c'est la possibilité de bénéficier des conditions de vie décentes. Donc cet indice permet de mesurer le niveau de revenu national par habitant. Peuple congolais, ce sont là les 3 critères qui permettent donc de mesurer le niveau moyen des habitants dans un pays. C'est donc cette notion d'indice de développement IH
qui permet d'avoir une perception plus affinée du bien-être des populations. L'IDH du Congo en 2014 était à 0,591. Cet indice classait le Congo au 136e rang sur 188 pays. En termes de classement, le pays a quand même gagné 4 places dans les classements mondiaux par rapport à 2013. Parce que en 2013, il était à 140e rang. Et donc, en 2014, il est passé au 136e rang. Allez-y comprendre. Peuple congolais. D'après les données internationales, le niveau de développement humain a régulièrement augmenté au Congo, mais alors à un rythme très faible, de 2% en moyenne par an, de 2005 jusqu'en 2014. Ce taux est loin, sinon je dirais très loin, en dessous du taux de croissance économique moyen. Je vais vous donner des taux de 2010 à 2014. En 2010, d'abord je vais vous donner l'espérance de vie des Congolais. L'espérance de vie des Congolais en 2010 est de 59 ans. En 2011 est de 60 ans. En 2012 est de 61 ans. De 2013 est de 61 ans. Et en 2014 est de 62 ans. C'est des données que nous avons reçues, obtenues en faisant nos recherches. Toujours, l'IDH nous donne des données et on peut aussi vous donner le revenu national brut par habitant de 2014 à 2010. En 2010, le revenu national par habitant était de 4210. C'est en dollars américains. Et en 2011, il était de 4136. De 2012, il est de 4932. En 2013, il était de 5309. Et en 2014, il était de 6012. Notre valeur de IDH, en 2010, il était de 0,554. En 2011, il était de 0,560. En 2012, il était de 0,575. En 2013, il était de 0,582. Et en 2014, il est 0,591. Vous allez voir sur la vidéo, je vous ai mis ce tableau pour voir et lire. Peuple congolais, c'est des données que vous devez comprendre. Pour comprendre la hauteur dans laquelle M. Sassou et son clan ont plongé notre pays. Ayant maintenant un regard sur le profil de la gouvernance, ceux qui dirigent ce pays, ils ont quel profil? Nous allons faire notre analyse en tenant compte des supports de la gouvernance proposée par la BAD, la Banque africaine de développement. La qualité de la gouvernance au Congo, afin de voir dans quelle mesure elle peut impacter favorablement ou défavorablement sur l'endettement. Une approche à partir de cet angle donne aux organisations de la société civile la possibilité et le droit, conformément au mécanisme africain d'évaluation par les pairs,
MAEP en cycle, d'évaluer la performance de la gouvernance et ainsi de chercher à orienter dans une certaine mesure les performances stratégiques. Comment se définit alors? C'est quoi alors la gouvernance? Comment elle se définit? Donc si nous prenons la définition de la gouvernance dans la conception de PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, la gouvernance est stipulée comme suit. La gouvernance est l'exercice d'une autorité politique, économique et administrative aux fins de gérer les affaires d'un pays. Elle repose sur des mécanismes, des processus et des institutions qui permettent aux citoyens et aux groupes d'exprimer des intérêts, de régler des litiges et d'avoir des droits et des obligations. Voilà comment PNUD définit la gouvernance. Toujours selon la conception de PNUD, la société civile est un des acteurs de la gouvernance avec des responsabilités spécifiques. Cette définition de la gouvernance, au même titre que celle proposée par d'autres institutions, place la qualité des institutions au centre des politiques, notamment celle de l'aide et de l'endettement. Selon la BAD, l'évaluation de la gouvernance repose sur 5 piliers. Quels sont donc ces 5 piliers? Premier pilier, c'est le niveau de la responsabilisation. Deuxième pilier sur lequel un gouvernement se repose, c'est l'état de la transparence. Troisième pilier du gouvernement, c'est la participation des parties prenantes, c'est-à-dire l'État, la société civile et les secteurs privés. Quatrième pilier du gouvernement, c'est les progrès en matière de réforme juridique et judiciaire. Et enfin, le quatrième pilier sur lequel le gouvernement se repose, c'est les efforts de la lutte contre la corruption. Peuple congolais. Au vu donc des piliers que je viens de citer, pourrons-nous dire qu'au Congo, nous avons une gouvernance? Eh bien, nous allons examiner pilier par pilier. Et nous allons répondre à cette question. Examinons le premier pilier, le pilier du niveau de la responsabilité. L'espace politique congolais est caractérisé par la séparation et l'équilibre du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il est prévu dans la nouvelle constitution de 2015 de M. Denis Sassou Nguesso les mécanismes de contrôle de l'exécutif par le législatif. C'est-à-dire que on peut faire l'interpellation de l'exécutif. Il peut y avoir des auditions en commission et enquête parlementaire. D'où par principe un certain niveau de responsabilisation devait être appliqué. Dans les faits et la pratique, ces mécanismes n'ont aucun effet. L'exécutif n'a jamais rendu compte de ses actions et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition dans la loi des finances. Toujours au niveau de l'exécutif, en ce qui concerne l'efficacité des services publics, on constate de grandes faiblesses liées
selon l'étude de la BAD en 2018, à l'utilisation d'instruments inadaptés. La même étude montre que l'obligation de rendre compte de la gestion des finances publiques se heurte à la faiblesse des ressources humaines, logistiques, institutionnelles et financières. Les structures sont mises en place. On peut citer le Cour des comptes et des disciplines budgétaires. On peut citer le Commissariat national aux comptes, etc. Mais tout ça, ça a une action très limitée, sinon je dirais inexistante même. Examinons maintenant le pilier sur l'état de transparence. L'état de transparence au Congo, peuple congolais. Si l'on se réfère au système de passation des marchés publics, on constate que malgré l'existence des textes spécifiant les conditions de contractualisation et d'intervention de différentes structures, de direction centrale de marché et de contrats de l'État, des délégations générales aux grands travaux dans la distribution de marchés, elles ne sont pas respectées. Il arrive que la totalité du financement d'un projet soit décaissée sans que les travaux n'aient été ni réalisés, ni à moitié réalisés, ni totalement réalisés. Aujourd'hui, avec le pluie, vous voyez dans les réseaux sociaux les routes qui ont été financées, alors que l'argent avait été décaissé en totalité. Je vais vous donner encore un autre exemple. Dans le cadre toujours de la politique de la municipalisation accélérée, dans le département de la Liguala, près de 60 milliards de francs CFA ont été payés alors que les travaux d'un montant de plus de 43 milliards étaient encore inachevés. Ce phénomène est très présent et ancré au niveau de la délégation générale aux grands travaux, dirigée par M. Jean-Jacques Bouya, mais c'est aussi ancré à la direction centrale des marchés et contrats de l'État. Examinons un autre pilier. C'est le pilier sur la participation des parties prenantes à la préparation des politiques nationales. C'est un pilier qui a été mis en œuvre, mais elle se fait sous contrôle. Il en est ainsi de la coordination et de la supervision des élections. La Constitution de 2015, celle de M. Sassou Nguesso, affirme le principe même de la décentralisation. On y trouve donc la politique de la décentralisation qui a été adoptée en 2017. On trouve des plans de développement locaux qui existent. Mais les transferts des compétences et des ressources du niveau central au niveau décentralisé, je peux vous dire, ça n'a jamais connu de début où ça n'a jamais été appliqué. Examinons un autre pilier. C'est celui de la lutte contre la corruption. Peuple congolais, vous aviez entendu comme moi le discours de M. Denis Sassou Nguesso qui veut lutter contre la corruption. C'est pour cela que je vous ai dit, M. Sassou Nguesso, il dit quelque chose sans croire. Il dit c'est juste pour haranguer la foule.
Je n'ai pas compris que jusque-là, il y a encore des Congolais qui croient à ce que M. Sassou Nguesso dit. Normalement, ce ne sont que des fanatiques. Ce ne sont que des abrutis, des PCT qui doivent croire à la parole de M. Sassou Nguesso. J'ai du mal que des intellectuels, des gens intelligents, qui quand ils écoutent le discours de M. Sassou Nguesso, ils commencent à faire des autocritiques pour dire oui, mais il avait promis ça, il ne l'a pas fait. J'ai du mal. M. Sassou Nguesso ne croit pas à ce qu'il dit. Il dit quelque chose, mais il fait son contraire. Voilà comment est l'homme. Nous sommes en train de vous faire connaître qui est l'homme, M. Denis Sassou Nguesso. Il a fait un discours sur la corruption. Moi, personnellement, je n'y crois pas parce que je me dis, s'il parle de la corruption, c'est parce qu'il veut favoriser la corruption. Peuple congolais. Un cadre juridique interne de lutte contre la corruption existe pour faire face à la corruption endémique dans la constitution de M. Sassou Nguesso en 2015. On peut citer parmi les mécanismes qui avaient été déjà pris comme disposition. Et on peut citer la Commission nationale de lutte contre la corruption, ça existe. La constitution et la fraude, ça existe. L'observatoire anticorruption, ça existe. Mais la justice existe. Peuple congolais, avez-vous vu les membres du gouvernement, sinon les membres du clan Sassou, sinon de la famille Sassou, qui ont été interpellés? Non. Il est inopérant de l'aveu même du président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et de la constitution et de la fraude. Peuple congolais, voilà que nous venons d'examiner les piliers sur lesquels se repose la gouvernance. Alors, nous nous sommes posé la question dès le début. Est-ce qu'existe-t-il une gouvernance au Congo? Maintenant que nous venons d'examiner ces piliers, peuple congolais, nous pouvons répondre sans ambiguïté qu'au Congo, il n'y a pas de gouvernance. Parce que tous ces piliers sur lesquels se repose la gouvernance, selon la définition même de la gouvernance par la BAD, la Banque africaine de développement, on peut se le dire qu'au Congo, il n'y a pas de gouvernance. Mais il n'existe plutôt que de l'anarchie. Peuple congolais, cela prouve que notre pays, le Congo, vit dans un désordre organisé, dans le seul but de détourner l'argent public, puisqu'il n'y a pas de gouvernance. Alors qu'en décembre 2001, le président d'Issouba avait été poursuivi par l'État congolais pour avoir bradé le pétrole du Congo par l'accord qu'il avait signé le 28 avril 1993 avec la société pétrolière américaine Occidental Petroleum Corporation Oxy. Il était condamné par la Haute Cour de justice de Brazzaville à 30 ans de travaux forcés et à une amende de 25 milliards de francs CFA pour crime de haute trahison. Toujours dans le même cadre de la même affaire, Joachim Yombi Opango, Claude Antoine Dacosta, Ngila Mungunga Nkombo et Benoît Koukebene
avaient été reconnus coupables de détournement de deniers publics et de forfaiture. Et ils étaient condamnés par contumace à 20 ans de travaux forcés et 11 milliards de francs CFA d'amende. Peuple congolais. Nous voyons deux poids, deux mesures. M. Sassou, on comprend qu'ici, M. Sassou voulait se donner l'image d'un président intègre, l'image de quelqu'un qui avait le souci du pays, l'image de quelqu'un qui a toujours condamné le bradage, l'image de quelqu'un qui aime le Congo, l'image de quelqu'un qui veut travailler pour le Congo. Peuple congolais, le constat est là aujourd'hui. M. Sassou brille de son contraire. Il dit quelque chose, mais il croit à son contraire. Et aujourd'hui, il s'est fait tailler une constitution qui lui préserve de toute poursuite après son mandat. Je fais ici référence à l'article 96. Le même pays qui a condamné autrefois un ancien président qui est parti. Ici, on veut nous faire croire, ou on veut nous faire adopter, non, mais c'est déjà adopté par son parti, mais il veut nous faire croire que quand il va partir, qu'il ne sera jamais poursuivi. Peuple congolais, Sassou et son clan nous chantent à travers la journée un refrain connu aujourd'hui de tous les Congolais. C'est le refrain qui dit, je cite, « La crise économique du pays est due principalement à la cause de la chute du baril de pétrole. » Peuple congolais, nous disons non. On sait aujourd'hui que cette crise nous est imposée. Que cette crise peut être résorbée avec l'argent déposé dans les comptes à l'étranger. Cette crise peut être résorbée avec l'argent qui se trouve dans le compte de M. Sassou, de sa famille et de son clan. C'est eux qui ont volé l'argent des générations futures. Nous venons donc de démontrer la responsabilité de M. Sassou. Et par là, nous pouvons déduire, conclure qu'au Congo, il n'y a pas de gouvernance. Que la crise qui nous parle, c'est juste une crise qui nous a été imposée. Nous allons maintenant analyser la récente endettement du Congo. Cette dette. Peuple congolais, j'ai le regret de vous dire que chaque Congolais porte une dette jusqu'aux énième génération. Puisque certains prêts qui ont été contractés, d'autres ont une durée de 50 ans. Chose que les anciens présidents n'ont pas laissée aux générations futures. Nous l'avons démontré quand nous avons évoqué la situation économique avec les anciens présidents. La détérioration de la santé financière de l'État peut se manifester sous plusieurs formes. Si notre santé financière s'est détériorée, c'est parce que, soit, premièrement, il y a eu crise de liquidité. C'est-à-dire que l'État ne dispose pas suffisamment de liquidité
pour faire face à ses engagements financiers de court terme. Ou cette détérioration peut aussi se manifester simplement parce que il y a un défaut souverain, c'est-à-dire que l'État se trouve dans l'incapacité d'honorer ses engagements financiers à plus long terme. C'est le cas quand il s'agit de dette extérieure. Notre pays a connu au moins 2 moments de forte crise où cette détérioration de la santé a été marquée. Le premier moment a conduit à la signature des accords avec le FMI et la Banque mondiale et a débouché sur la signature d'un accord avec des institutions de Bretton Woods sur l'initiative PPTE en 2010. C'était d'ailleurs le point d'achèvement. Le second a débuté en 2015 et a culminé jusqu'en 2017, avec en prévision la signature d'un accord d'assistance avec le FMI et la Banque mondiale, qui finalement a conduit le FMI à un accord de crédit d'un montant de 250 000 milliards de francs CFA, soit 448,6 millions de dollars sur 3 ans, qui a été signé le 11 juillet 2019. Peuple congolais, nous tenons à vous donner tous ces éléments parce que nous sommes en train de vous faire connaître qui est M. Sassou, comment il a géré ce pays. Nous allons maintenant analyser la situation de la dette au moment de la signature de l'IPPTE qu'on venait de parler, renforcée. Nous avons dit que nous avons connu 2 moments de forte crise où la santé financière a été détériorée et qu'il y a eu des apports qui ont été accordés à notre pays. Le niveau donc de la dette extérieure du Congo en fin décembre 2008, après la fourniture intégrale de l'assistance consentie à titre de l'initiative PPTE, au point de décision, était estimé à 3,5 milliards de dollars américains. La dette vis-à-vis des créanciers bilatéraux et des banques commerciales représente environ 94% de l'encours total de la dette. La dette multilatérale présente seulement 6% de la dette extérieure publique et à garantie publique du pays. Cette structure des créanciers est différente de celle de la majorité des pays sous-développés candidats à l'initiative PPTE, comme le nôtre. Je vais d'ailleurs vous donner les données que je dispose qui sont sur ce tableau. Ce sont des données qui révèlent la structure de la dette avant la signature de l'initiative PPTE en 2018. Vous pouvez aussi le visualiser sur la vidéo, puisque je l'ai mis sur la vidéo. Fin 2014. Club de Paris, fin 2004. La dette représentait 54%. En fin décembre 2008, il est passé à 60%. IDEA,
Fin 2004, il était à 3%. Fin décembre 2008, il est passé à 5%. Les créanciers commerciaux, fin 2004, il était à 37%. Fin décembre 2008, il est passé à 22%. Créanciers bilatéraux, fin 2004, il était à 3%. Fin 2008, il est passé à 10%. La BAD, en fin 2004, il était à 2%. En fin décembre, il est passé à 1%. Les autres, en fin 2004, il était à 1%. En fin décembre 2008, il est passé à 1%. Le FMI, en fin 2004, il était à 0%. En fin décembre 2008, il est passé à 1%. Après la signature de l'initiative PPTE, le Congo a bénéficié d'une remise de sa dette, ce qui lui a permis d'avoir les capacités pour financer des activités économiques en étant éligible sur le marché des capitaux. Voici maintenant un autre tableau de la structure de la dette après signature, sinon après allègement de la dette PPTE. Clos de Paris, en fin 2004, il était à 60%. IDEA, il était à 5%. Les créanciers commerciaux à 22%. Créanciers bilatéraux à 10%. La BAD, 1%. Les autres, 1%. Le FMI, 5%. Malheureusement, fort est de constater qu'il s'en est suivi une politique d'investissement sur emprunt possible, sur emprunt public. D'où un retour dans le cycle de l'endettement. Voilà, peuple congolais, quelques actions concrètes de l'homme qu'on appelle M. Sassou. Lui qui s'est proclamé, déclaré l'homme des actions concrètes. Voilà des actions qu'il a posées. Peuple congolais, jamais, sinon plus jamais, n'acceptez plus. Il ne faut plus croire que la justification de cette crise, que je dirais plutôt cette mystification de crise qui nous est imposée est due sous prétexte à la baisse du prix du baril de pétrole. Non. Nous le savons maintenant que la crise est due par la mauvaise gestion, par la volonté manifeste de M. Sassou, et nous venons de le démontrer par aussi manque de gouvernance. La résolution de cette crise est possible. Elle passe avant tout par le rapatriement de tout l'argent volé, pillé, placé dans les comptes à l'étranger, placé dans les paradis fiscaux, placé dans les villas, dans les tombes, dans les bunkers, dans les malles. C'est de là que viendra la résolution de cette crise. Peuple congolais, nous sommes tenus à faire partir M. Sassou. Il est devenu un homme incrédible, sans parole. L'homme à multiples facettes, l'ombre de lui-même. Il dit
quelque chose, mais il croit plutôt à son contraire. Nous devons le faire partie. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de la dette telle qu'elle est donnée aujourd'hui, telle qu'elle a été communiquée aux institutions financières. La dette telle qu'elle est considérée réelle. C'est de ça que nous allons parler dans la vidéo que nous allons faire prochainement. Merci. Ngoma ya Kongo ibwije, mfumo ya Kongo itakala tata mudikati mfumu yandika banza kati Kongo dombera tata ndi mufofwa itala kwakwe monda zole jiwiri wenani tayiga bilumbu zeka ni dialogue zeka referendome yepilu fase izata salusambwe mfumu nzambi mwendo ni muna mwendo tarakani mbutu bana mbaya mfumu za Kongo za tele tata beno na mbaya bungu mbaya kukongo kayena ya zonoko nibasati mikande wasa toko bana mbaya wena bake plus 5 toko bana mbaya na kwakwe toko bayenda kuliresese na bayenda kulumani nabayenda kubulugari nabayenda kubututata bana mutu nchete mpashi yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi tufatikiri mukorele na korela katutabu tukukorelako yeba mfumu kukongo bateleta seno chikorela bungu chikorela kukongo kachena kanimpashiko ngonda zole mamba kani seno chikorela ngonda kumikuro kani seno chikorela bakongo seno chikorela talangaye seno chikorela na wenze konte noire seno chikorela pilu fase gatara ngombo te gatara nzati mbwama bamfumu chinchete mpashi yepilu fase izata salusambwe mfumu nzambi yeba mfumu kukongo bateleta senu chikrake bungu chikrake kukongo kachana kani mpashiko mpashimudzaka walwata ngepeyeka krake mpashikoroko wasumba ngepeyeka nuba wanose nuba wa bwemba nuba wa monopri nuba wa mwatu nuba wa shiniwa yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi ikushi byato ni chari kwa aveniri ni buyala tale nontu munu yeba mfumu kukongo bateleta seno buyala bungu buyala kukongo kabwena kanimpashiko bakiliyo mpashimushinga walwata bakiliyo yalodame kulwata minijipe kulanda ruja levre kuvuka na makiyaje nikiba kibunda nikiba wantongoni yepilu fasi izata salusambwe mfumu nzambi ayaya bayayo ayaya mundu ngoma ya Kongo yikuiri tata yenda kwakwe
tata yenda kwakwe, yenda kwakwe, yenda kwakwe, yenda kwakwe. Ya ye ya ya, oh ya ye, aya ya munu, ngoma ya Kongo ibuile. Yenda kwakwe, yenda kwakwe, yenda kwakwe.